courage aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. La revue Limes propose un numéro spécial sur le Brexit et cela a retenu mon attention. Selon l'éditorialiste italien Lucio Caracciolo, une des conséquences du Brexit est que sans Londres, le centre de gravité de l'Union européenne peut être transféré à Rome. Le désengagement des États-Unis du vieux continent et le retour de la puissance russe dans les négociations internationales obligent l'Italie à définir sa propre idée de l'Europe et à la défendre avec la possibilité de bouleverser totalement le paysage géopolitique mondial où quand finalement, et c'est bien connu, tous les chemins mènent à Rome. Les titres de votre 20h. À l'heure de l'instantanéité de l'info et des fake news, le journalisme peut-il se réinventer? Nous en parlons avec Sandra Alphonse et Sébastien Pisani, suivi du débriefing, le décryptage par la culture, les mutations du journalisme. Accueillons nos deux journalistes, Sandra Alphonse et Sébastien Pisani. Bonsoir à vous deux. Bienvenue sur le plateau de Pendant le 20h. Sandra Alphonse, journaliste, le magazine Aria, et Sébastien Pisani, journaliste également pour Corse Matin. Je vais entrer avec vous pleinement et tout de suite dans le sujet. Sébastien, d'après vous, le numérique dessine-t-il un autre journalisme ? C'est une évidence. Alors, bien évidemment, mettons les choses au clair immédiatement. Je ne crois pas que la profession doive être totalement revisitée. Il y a des fondamentaux qui doivent rester, qui sont ceux qui construisent cette profession peut-être depuis l'origine, qui est celle de relater des faits, d'essayer de témoigner d'une réalité. Je ne dis pas vérité, une réalité tout du moins. Mais il n'en reste pas moins que voilà, la révolution numérique est à l'œuvre et on voit que l'ensemble des médias ont énormément évolué. Si je prends l'exemple de celui dans lequel je travaille, Corse Matin, il était devenu tout à fait impensable de ne pas engager une politique très volontariste. On ne pouvait plus se contenter d'avoir un site un peu vitrine où quelques articles étaient publiés. Désormais, bien sûr, ce site est régulièrement alimenté, mais on est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Je me suis renseigné avant de venir à l'émission, 130 000 abonnés sur Facebook et 50 000 sur Twitter. Ça vous donne une idée, si on devait comparer au nombre d'abonnés papier, de l'aura que ces réseaux sociaux peuvent désormais donner à notre média, qui était tout à fait inenvisageable autrefois. Oui, ce sont des dynamiques que l'on connaît ici également, sur la chaîne France 3 Corse via Stella, avec une véritable politique sur ce qui est numérique, sur le site d'information de la chaîne, et évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et y compris Instagram. Avec une petite précision, c'est qu'un média papier comme Corse Matin, désormais, a versé dans le multimédia. On a une équipe qui fait de la vidéo. C'était encore inenvisageable il y a 5 ou 6 ans. Elle est équipée de caméras, d'un drone, enfin une espèce de mini-chaîne de télévision. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant comme évolution. Alors, je vais même aller encore plus loin. Non seulement ça incite évidemment la presse à trouver de nouveaux formats, mais le numérique a carrément boosté la presse traditionnelle. Et à ce sujet, je voudrais vous parler d'une très intéressante initiative qui s'appelle Demain la presse, qui a été lancée fin mars, qui regroupe 900 médias, 900 titres de presse et 600 sites internet, et qui vise à quoi ? Justement à détricoter un petit peu cette idée reçue selon laquelle le numérique et la presse papier seraient en confrontation frontale. Alors, cette initiative est portée par le nouveau nom de l'OJD, c'est-à-dire, pour être plus précise, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Et elle explique que non seulement la presse a été boostée par l'arrivée du numérique, mais qu'en plus, elle joue la complémentarité, que 98% des Français, par exemple, lisent au moins une marque de presse par mois, dont 77% en complément avec le numérique, et que finalement, non seulement le cœur de métier reste le même, mais en plus, les deux formules s'approvisionnent mutuellement. On sait d'ailleurs que les moteurs de recherche les plus célèbres prennent l'essentiel de leur contenu dans la presse dite traditionnelle, entre guillemets. Alors, vous exercez toutes les deux votre profession dans la presse écrite. C'est ce qui m'intéresse dans la confrontation de vos opinions. Sébastien, considérez-vous que la lecture du quotidien, du journal le matin est toujours la prière de l'homme moderne? C'est Hegel, je le dis pour les amoureux de philosophie, et pour Marie-Ange Philippe qui va nous rejoindre dans le débriefing, et spécialiste de philosophie. Est-ce que c'est toujours le cas?
mon cher Sébastien? En partie. Il suffit de sortir le matin dans la rue, on se rend compte que le jour... Parce que là, quand vous parlez du journal, je sais que vous parlez du journal papier, sauf que le matin, il y a aussi tout un tas d'abonnés qui découvrent le journal en version numérique. Désormais, les deux sont devenus tout à fait complémentaires. Donc, la prière du matin, je souhaite qu'elle le reste d'une certaine manière, mais c'est vrai que désormais, ça se porte sur différentes formes. Alors après, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Il faut bien le dire, parce que c'est vrai qu'il faut réussir désormais aussi dans cet univers numérique où les flux sont gigantesques, à continuer à exister. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on s'est porté sur Facebook, sur Twitter, c'est notamment pour toucher des jeunes lecteurs qui ont accès à l'information énormément à travers leur smartphone, les tablettes, qui se sont détournés du papier. D'ailleurs, nos ventes papier, forcément, en subissent un peu le contre-coup. Donc là, il y a vraiment une adaptation nécessaire. Alors moi, je crois qu'une erreur à ne pas commettre serait justement de focaliser sur les supports. C'est-à-dire de focaliser sur tout ce qui est smartphone, etc., tablette, et de se détourner un petit peu du cœur de la cible et du cœur du métier, qui est le contenu, et qui est donc nécessairement l'écrit. Et c'est une erreur qu'on commet fréquemment. Et d'ailleurs, cette campagne dont je vous parlais précédemment pose une question qui, a priori, interpelle tout le monde, à savoir que va-t-il se passer quand, justement, ces smartphones et ces tablettes vont disparaître? Sur quoi va-t-on lire la presse? Eux-mêmes évoluer. Voilà, c'est une façon de relativiser. Oui, mais le support reste important, à mon sens. On est bien d'accord. Oui, bien sûr que le journaliste doit rester véritablement maître de son contenu. Un contenu qualitatif, c'est très important, surtout dans l'environnement dans lequel on se trouve désormais. Mais vous ne pouvez pas quand même complètement laisser de côté la question du support. Comment votre lecteur accède à l'information? Le support, c'est une contrainte de forme. Ça n'est en aucun cas, et ça ne doit pas être une contrainte de fond. Vous parliez des fake news. Justement, le fond et la forme sont conditionnés aussi par le support et par cette fameuse instantanéité dont nous parlions à l'instant, si j'ose dire. Mais le fond du problème n'est pas là. Et je crois que ce serait créer un faux débat que de focaliser justement. On pourrait avoir le même débat pour la télévision, par exemple, qui se détourne de son support originel, l'écran sacralisé, pour justement atterrir sur tous les autres supports. Alors tout de même, pour bien comprendre les mutations du journalisme liées au numérique, c'est le sujet, c'est l'enjeu du soir. Quelques chiffres, ils sont essentiels pour bien saisir ce que vous êtes en train de dire. Alors, sur plus de 7 milliards de personnes dans le monde, on dénombre plus de 3 milliards d'internautes. Sur les 3 milliards d'internautes, 2,206 milliards utilisent les réseaux sociaux chaque mois. Et sur les 2,206 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, près de 2 milliards sont actifs sur mobile et 1,55 milliard d'utilisateurs sur Facebook. Alors, je veux bien que vous bavardiez des supports, mais tout de même, cela induit également une transformation du contenu. Alors la question qu'il faudrait se poser, est-ce que ça induit une transformation du contenu pour le pire ou pour le meilleur? Je vous la pose, tiens. Pour le pire ou pour le meilleur? Merci d'avoir posé. Bon, je dirais que si on parle des fake news et toute une série d'avatars, on va évidemment vers le pire, avec des productions de contenu dont les sources ne sont pas vérifiées, qui ne correspondent pas à grand-chose, et pour lesquelles n'importe qui peut justement se faire pourvoyeur d'informations. Alors juste, on va, pour contextualiser ce terme fake news, une définition donnée par le dictionnaire d'Oxford. Cette expression fake news est relative aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur la formation de l'opinion que l'appel aux émotions et aux croyances personnelles. Vous comprenez? Cela induit aussi... Alors c'est tout l'enjeu, sauf que là, je crois que vous venez plutôt de donner la définition de ce qu'on appelle désormais la post-vérité que de la fake news. À mon avis, deux choses assez différentes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, et c'est là où je pense que les journalistes doivent évoluer dans leur appréhension de la façon dont leur lecteur, dont le citoyen appréhende le monde, c'est qu'effectivement, dans ce registre de post-vérité dont on a énormément parlé au moment de l'élection de Donald Trump. Pas que de Donald Trump, désormais, y compris du Brexit, pendant le Brexit, et récemment, très récemment, il y a une semaine, lors du second tour de l'élection présidentielle, dans un débat où la candidate, Marine Le Pen, a donné plus de 20 fausses informations, des fake news qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, et ça s'est transformé, Sébastien, en fait alternatif. C'est ça,
le lien entre les deux, entre le fake news et les faits alternatifs. Alors effectivement, il y a un lien. Alors d'ailleurs, au sujet de ce débat, je vous ferai remarquer qu'il y avait une initiative très intéressante qui se déroulait en même temps que le débat. Et c'est une manière dont les journalistes peuvent se positionner. Le journal Le Monde, à travers sa rubrique Les Décodeurs, qui, au fur et à mesure du débat, faisait remarquer que tel candidat s'était écarté de déclarations qu'il avait fait 2 semaines plus tôt, voire était dans une approche peut-être qui pouvait être discutée de tel ou tel problème. Donc on voit d'ailleurs que les journalistes peuvent s'adapter aussi à ce nouvel environnement. Mais là où on est un petit peu déstabilisé, c'est là où vous avez raison, c'est qu'on est confronté à des espèces de faits alternatifs. C'est-à-dire que la croyance personnelle du citoyen lambda a totalement évolué et le fait que va lui amener le journaliste va être remis en cause. C'est très compliqué de réussir à rétablir une espèce d'échelle, une espèce de légitimité en fait quelque part de la démarche du journaliste. Et je crois que les rédactions n'ont pas encore tout à fait réglé ce problème. Parce que si ce n'était qu'une histoire de fake news, s'il fallait seulement dire attention, tel candidat dit une erreur, etc. Bon, ce serait assez simple, mais on a basculé effectivement dans un environnement plus général. Vous parliez de post-vérité tout à l'heure. Moi, c'est ça qui me fascine assez. Mais est-ce que vous saisissez que c'est aussi lié aux mutations du journalisme, lié au numérique? Tout va beaucoup plus vite, instantanéité de l'information oblige. Les réseaux sociaux, je ne parle pas évidemment des chaînes d'information en continu. Si l'on reste sur l'axe numérique, il y a les réseaux sociaux. Chaque individu, chaque personne qui possède un smartphone, un ordinateur, devient son propre producteur d'informations. En ce sens-là, forcément, le journalisme se transforme. Oui, mais c'est pas un problème. Il ne faut pas envisager ça comme une menace. D'ailleurs, les journaux, c'est un préalable. Les médias ont tellement intégré ça que d'ailleurs, on fait régulièrement appel à ces personnes qui peuvent aussi devenir des contributeurs, qui fournissent aussi de la photo ou de la vidéo. Mais attention, ça n'empêche que derrière, il faut recouper. Le journaliste se doit de continuer à faire son travail. On n'est pas là pour être simplement un canal de diffusion. Encore une fois, le danger, il n'est pas tant dans la production de contenu par Pierre-Paul ou Jacques, il est dans le filtre qui sera ensuite apporté à ces contenus avec toute la rigueur nécessaire et indispensable pour en donner quelque chose de fiable et de vérifié. Et c'est là que justement ce qu'on appelle le journalisme citoyen, il y a même des émissions dédiées sur certaines chaînes, bon, ça passe quand même a posteriori et avant d'être diffusé par toute une série de vérifications. On ne peut pas dire que ce ne soit pas un danger. Mais c'est ce que les journalistes ont toujours fait, d'aller chercher de l'information. On nous fournit un matériel d'information et on croise. Voilà, il ne faut pas être effrayé de ça. À la différence que si on veut pousser le raisonnement encore un peu plus loin, on pourrait supposer que le contenu soit suffisamment manipulé en amont que le journaliste qui reçoit ça ensuite se retrouve face à quelque chose dont il lui sera extrêmement difficile de vérifier la véracité. Alors on est avec le fake news et toute cette série qui sont encore une fois liés, bien sûr, pas uniquement, mais qui sont amplifiés. Voilà, le terme amplifié par la révolution numérique. Je vous rappelle quand même qu'il y a du travail de fond qui est mené. Allez, prenons un exemple. Vous parlez d'instantanéité. Désormais, je pense qu'il y a eu une maturité quand même au sein des rédactions et que désormais, un peu moins, grâce à Dieu, on surréagit à l'information immédiate. Je voudrais donner l'exemple de Mediapart, qui quand même en 2 ans, qui a été créé en 2008, en 2010, ils avaient acquis leur équilibre financier. Quand on dit que l'investigation ne peut plus exister, là on a l'exemple d'un média qui est uniquement sur Internet et qui pourtant fait, je crois, de la bonne investigation et parfois même de la bonne analyse. Et qui a trouvé un modèle économique d'ailleurs depuis quelques mois. Exactement. Donc c'est en ça que je dis, il ne faut pas avoir cette espèce de réflexe d'une profession qui craint l'évolution. Moi je crois qu'on est quand même, allez, faisons un peu notre mea culpa, une profession qui par certains côtés peut être terriblement conservatrice. Alors je ne dis pas qu'il faut tomber dans tous les pièges de ce nouveau monde qui s'ouvre à nous, mais il faut aussi en accepter les évolutions. Je crois que les rédactions doivent se remettre en cause à tout un tas de niveaux. Oui, mais sans oublier la rigueur et la déontologie. C'est une évidence. Vous avez 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments. La question du soir, face aux mutations liées au numérique, le journalisme peut-il se réinventer? C'est avec vous, Sandra, que je commence. Alors, je dirais qu'il s'est déjà réinventé. D'ailleurs, la presse est sans doute le média qui a le plus évolué ces dernières années et qui a véritablement accompli sa mutation en accompagnant le mouvement, en faisant en sorte que justement il lui soit un complément et un appoint plus qu'un adversaire, de
Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. Parce que de toute façon, le contenu, il faut le chercher auprès des journalistes et auprès de la presse au sens large. Donc encore une fois, on est dans une évolution de forme, mais c'est exactement, au fond, le même métier, sur des vecteurs différents. Sébastien, 40 secondes. Alors bien sûr, et puis il faut se réinventer en permanence, quel que soit le métier, je pense que c'est une évidence. Le métier de journaliste souffre quand même de cette forme de défiance qui est devenue excessivement pesante. Enfin, moi je la ressens comme ça, d'une grande partie du public, désormais vis-à-vis de ce qui est produit par les médias. Alors il y a sans doute eu tout un tas de cas où les médias se sont fourvoyés. Mais quand je vois aujourd'hui des personnes qui consultent l'information sur leur smartphone et qui n'arrivent plus à faire la différence entre une information qui est produite par une rédaction, je dirais, professionnelle et un blog d'extrême droite, ça me fait peur. Il faut, quelque part, réinventer aussi une forme d'éducation à l'information. Les journalistes doivent se remettre en cause, mais aussi l'ensemble de la société. Je pense à notre copain là qui va bientôt arriver, Xavier, au sein de l'éducation nationale. Il y a sans doute beaucoup de choses à faire pour redonner vraiment une grille de lecture à ceux qui nous lisent aujourd'hui et surtout à ceux qui nous liront demain. Merci beaucoup à vous deux d'avoir échangé, d'avoir débattu, confronté vos opinions sur ce sujet. Vous restez en coulisses pour le décryptage, pour la séquence débriefing culturel du débat. Allons plus loin avec cette question sur les mutations de l'information. Quand la philosophie, les sciences sociales et également le documentaire et le cinéma interrogent la pratique journalistique, c'est le débrief culturel de Pendant le 20h. Bonsoir à vous deux. Marie-Ange Philippe sur ma gauche. Bonsoir Marie-Ange, Xavier Affre sur ma droite. Alors on va commencer avec vous, Marie-Ange, et le décryptage des mutations liées au journalisme, notamment la presse écrite par le prisme de la philosophie. Oui, et de la sociologie en l'occurrence. Alors j'ai voulu rattacher ça à Max Weber et son concept qui a été repris par Marcel Gauchet de désenchantement du monde. Pourquoi ? Parce que Max Weber parle de désenchantement du monde en parlant de la spiritualité, c'est-à-dire le déclin des valeurs religieuses. Mais c'est aussi la rationalité partout et dans le monde entier, la calculabilité, la mesure de tout et tout le temps. Et c'est exactement ce qui se passe avec la crise papier et l'avènement du web. Tout est devenu audimat, audience, vente, publicité. Et vous l'avez dit, ce qu'Hegel appelait la prière du matin, c'est transformé par une prière de toute la journée, par des clics frénétiques en continu. Et cette possibilité de s'étendre à la fois dans le temps et dans l'espace a créé deux attitudes assez différentes de la part des médias, c'est-à-dire une peur que l'information circule trop vite et gratuitement, et à la fois la prise de conscience d'un grand potentiel. Le champ des possibles s'est carrément ouvert. Alors, il s'en est découlé un véritable désenchantement au sens vraiment rationnel du terme, c'est-à-dire qu'en fait, on assiste à un capitalisme de l'information. L'information est devenue une marchandise et les lecteurs sont devenus des cibles. Alors, le paradoxe, c'est que à la fois le champ des possibles est ouvert, et à la fois on assiste à l'autocombustion de la presse écrite. Par contre, comme le disait Sandra, on voit de plus en plus de solutions pour réenchanter ce mode de consommation, et notamment avec les MOOC, on en parlait il y a quelques temps, c'est-à-dire les magazines de journalisme de solutions. Et alors, notamment, MOOC, pardon, on va expliquer, c'est la contraction entre magazine et book. Voilà, magazine et livre. Et notamment, j'ai trouvé une initiative assez intéressante. Véritablement, le but est de réenchanter par la fiction, le journalisme, la sortie du magazine America. Par les créateurs du 1 et par François Buñuel et Fotorino. Tout à fait, qui ont voulu passer par le prisme de la littérature. Et en fait, les écrivains se sont transformés en des espèces de journalisme visionnaire. C'est une vieille règle, le journalisme tel que vous le décrivez, Marie-Ange, dans les années 60, notamment aux États-Unis avec Truman Capote, ce journalisme du récit où on prenait le temps de narrer une histoire. C'est aussi cela. Marcel Gauchet, Max Weber, sur cette question de la modernité, c'est essentiel pour comprendre aussi les mutations liées au journalisme. Xavier, vous avez choisi de parler du film Network, main basse sur la télévision de Sidney Lumet, là aussi pour comprendre les mutations à travers le temps, à travers les époques liées à l'information.
C'est un film un peu prophétique, alors que c'est un film que moi j'aime beaucoup. Déjà, je pense qu'il faut redécouvrir le travail de Sidney Lumet. On n'en parle plus beaucoup, mais c'est pas qu'un Après-midi de chien, qui est un grand film. Il y a plein d'autres films de Sidney Lumet, et celui-là, sur la presse, du moins sur la presse audiovisuelle, et à travers l'histoire d'un présentateur, voilà, un présentateur qui est licencié parce qu'il est impopulaire. Donc on est en 76, si on resitue la date du film. Et ce présentateur, en direct, va dénoncer ses employés et va annoncer son suicide en direct, ce qui évidemment a pour effet de faire remonter sa cote de popularité. Et du coup, on se pose des questions, alors peut-être il faut le garder, etc. Et donc le réalisateur dénonçait déjà ce qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est presque une prophétie, l'infospectacle. La spectacularisation chère à Bourdieu. Exactement, et puis surtout, alors il y a plein de choses dans le film, ça montre aussi les conglomérats qui sont en train, dans les années 70, déjà de racheter certaines chaînes de télé, ça montre les pressions politiques, la pression économique, j'en parle même pas, mais ça montre aussi ce fameux capitalisme, ce libéralisme sauvage dénoncé par certains candidats lors de la dernière élection, et ce capitalisme inhumain, parce que là, l'humain est plus du tout au centre. Le film est d'ailleurs très froid, il y a des personnages, que ce soit Faye Dunaway, que ce soit Robert Duval, qui sont très froids, c'est-à-dire que on ne gère pas un homme, un présentateur, on gère des chiffres. Et c'est ce que montre le film, qui en plus, franchement, est réalisé... c'est brillant. Vous savez, les écrans divisés, les split screens, c'était très à la mode aussi dans les années 70. Et voilà, il y a la forme, il y a le fond. Et franchement, c'est un film, alors peut-être un peu vieillissant, parce que la façon de faire et tout, mais qui est cruel, qui est vraiment très, très... Alors qui est à la fois cruel et cynique, mais qui est brûlant d'actualité. Et c'est un film, vraiment, je trouve, intéressant sur... peut-être les dérives aujourd'hui d'une certaine info-spectacle ou du spectaculaire dans les médias parfois. Et de la course effrénée à l'audimat. C'est aussi ce film Network Membas sur la télévision de Sidney Lumet. On revient avec vous, Marie-Ange, le livre Médiactiviste de Dominique Cardon aux éditions Presse Sciences Po. Oui, alors un livre un peu universitaire, mais j'ai eu la chance d'avoir Dominique Cardon en cours, donc je me permets. C'est l'histoire des médias alternatifs depuis les années 60 et de l'influence de ce qu'on appelle les activistes. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, c'est on voit comment de plus en plus on crée un espace hybride entre Internet, les arts et la politique, enfin l'engagement politique et culturel. Et en fait, on montre l'interdépendance entre l'information, les internautes et les journalistes qui ont besoin des trois pour survivre et pour faire d'Internet un espace de création de politique engagée. Médiactiviste. Dernier choix, le vôtre, Xavier. Encore une fois, on va parler presse, papier, la crise du papier, vers un monde sans papier, de Pierre-Olivier François. Alors ne pas se fier au titre, d'ailleurs, parce que le documentaire est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe que ce que laisse penser quand même le titre, parce que il est question de médias, de l'avenir. Alors le film a été fait en 2014, donc il y a quelques années. On peut le voir d'ailleurs toujours sur le net en tapant le titre. De tout ce que l'on vient d'évoquer, les livres conseillés par Marie-Ange et les documentaires, les films conseillés par Xavier sont disponibles. Les informations sont disponibles sur la page Facebook de François Corse-Villastel, et il y a les liens également pour aller les visionner et pour faire votre propre analyse. Et le documentaire est très éclairant. Alors il y a un rappel de l'état des lieux de la presse écrite dans le monde, avec des chiffres un peu alarmants. Un scientifique qui annonce la fin de l'écrit d'ici 2040 pour l'ensemble du monde. On en discutait un petit peu tout à l'heure en off, on n'y croit pas trop. Et le documentaire insiste aussi sur les nouvelles pratiques du journalisme, sur le fait qu'il faut s'adapter aux réseaux sociaux et qu'il est possible d'avoir sans doute papier et numérique associés. C'est ce que disait Sandra tout à l'heure. Avec cette phrase, moi, que j'aime bien, de Sylvie Kaufmann, « L'information du monde tient désormais dans le creux de nos mains ». Cette idée des smartphones, des tablettes, etc., du peut-être trop vite, du trop plein d'informations. Et c'est la difficulté à gérer à la fois pour les journalistes et aussi pour les gens, en faisant appel encore au sens critique. On le dit souvent, être citoyen, c'est pas que recevoir des informations et éventuellement aujourd'hui les partager. C'est les analyser, c'est vérifier si elles sont justes ou pas, et éventuellement faire profiter d'autres. Ce qui est intéressant, Xavier, dans le documentaire que vous proposez, c'est que l'on voit très bien que le journaliste est remis au cœur du traitement de l'information. C'est ce que montre aussi le documentaire. Oui, c'est important. De toute façon, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure dans le débat, c'est-à-dire que le métier, pour moi, à mon avis, je ne suis pas journaliste, est le même. Les supports changent, mais le fond est toujours le même. C'est-à-dire informer, peut-être on informe différemment aujourd'hui, mais pour moi, le fond du métier reste le même, et c'est important de quand même reparler de journalisme. Et effectivement, il faut arrêter ce journalisme bashing à longueur de temps,
qui devient pénible de la part de nos politiques, il ferait mieux d'écouter les vrais médias. Voilà, ça c'est un petit conseil. Sébastien, dans l'échange, vous interpellez, Xavier, vous êtes enseignant, cinéphile, historien. Est-ce que l'éducation nationale a sa part de responsabilité également dans une sorte d'éducation à l'image, pourquoi pas d'éducation à l'information ? On essaye de le faire. Alors c'est vrai qu'on doit sans doute avoir une part de responsabilité comme tout le monde. Moi je parlerai pour moi, si vous me permettez. Mais vous êtes là pour ça. Mais non, moi j'essaye à chaque fois d'essayer de faire comprendre aux élèves qui ne sont pas déjà des agneaux et qu'il faudrait peut-être comprendre et pas subir, analyser, être critique. C'est pas dire c'est nul, être critique. C'est parfois pas difficile, c'est parfois pas facile, mais bon, on essaye. J'espère qu'on va avoir de bons résultats. Avoir l'esprit critique, c'est ce que vous essayez de faire pendant le 20h, en fait. On essaye. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débriefé sur le sujet du soir, les mutations du journalisme liées au numérique. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Ça se passe évidemment pendant le 20h.